Et bonsoir tout le monde. Bonjour plutôt. Bonjour, il est 14h30. Bon appétit presque. Merci d'être venu à 14h30 jusqu'au MAC. Poursuivre donc ce dernier moment ensemble pour la semaine de la pop philosophie. On a fait une belle semaine autour de l'éloge de la complexité. On s'est interrogé, on s'est confronté à différentes formes de simplisme, de populisme qu'on a essayé un peu de comprendre, en tout cas d'insérer dans un contexte, tout en essayant à chaque fois essayer de comprendre comment notamment la pensée de Pierre Morin et d'autres conceptions de la complexité peuvent nous aider à on va dire, interagir avec le présent, même si le mot d'interaction n'est pas du tout le mot préféré d'Alain Damasio qui parlera tout à l'heure. Dans un premier temps, on va avoir la chance donc d'entendre Alexis Nous pour un exposé des possibilités d'un métissage dans les arts plastiques. Alexis Nous est professeur de littérature générale et comparée. C'est un chercheur international qui a travaillé aussi bien en France qu'au Canada, à Montréal ou à Cardiff, en Grande-Bretagne, et qui a, au début des années 2000, engagé une réflexion sur et autour du métissage, qui lui ont donné l'occasion d'écrire 2 livres, notamment Métissage de Archimboldo à Zombie, qui déjà était donc une réflexion qui traversait les arts dans leur totalité, et par la suite plaidoyer pour un monde métis, et donc ça c'était en 2005. Par la suite, Alexis, vous avez poursuivi votre réflexion moins sur ces questions de métissage que sur les questions de l'exil et de la migration, avec la condition de l'exilé en 2015, et également droit d'exil en 2022. Et votre dernier ouvrage, en 2024, s'appelle La culture et les revolvers. Alors, on a vraiment envie de le lire, moi je n'ai pas eu cette occasion, et pour savoir de quoi il traite. Ce qui est intéressant, en l'occurrence, c'est qu'on vous a fait la proposition, Jacques Serrano, ici présent, de revenir sur la question du métissage et de vérifier, c'est en quelque sorte, ou en tout cas vous interroger sur la pertinence de ce terme pour essayer de réfléchir à la situation contemporaine, et notamment à partir du cas des arts plastiques, puisqu'on est ici au MAC. Donc on remercie le MAC de nous accueillir pour cette réflexion sur l'art. On remercie Alexis Nous de sa présence, Alain Damasio également qui est avec nous et qui interviendra dans la deuxième partie de notre double conférence. Et j'aurai la chance de pouvoir échanger avec lui. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Alexis, c'est à vous. Je vous donne le PowerPoint pour le dire. Commençons, si vous le voulez bien, par le local, une figure de local, à savoir Cézanne, dont l'activité municipale, culturelle, aixoise a fait jusqu'à dimanche dernier, le 12 octobre, une des têtes d'affiche de 2025. Je ne commenterai pas l'événement, me contentant cependant de remarquer précisément l'entreprise localisante révélée par le nom de l'événement, l'exposition internationale Cézanne au Jazz de Bouffant. C'est la présentation officielle. Internationale, mais au Jazz de Bouffant. Comme si tout le génie de Cézanne provenait d'un genius loci, d'un esprit des lieux. En l'occurrence, le génie de Cézanne proviendrait de la région, voire même de la Bastide, de la maison familiale. Outre la faiblesse dans la conception de ce qu'est la création, on gomme aisément ce que Cézanne devait aux autres dans l'histoire de l'art. Les peintres italiens dont il étudiait les œuvres au musée du Louvre, ou l'art japonais de la fin du XIXe siècle au début du XXe, dont il put voir les gravures sur bois et les aquarelles lors de l'exposition universelle de 1878 à Paris. L'influence de Hokusai est notamment attestée tant sur le plan théorique avec le discours sur la géométrisation de la représentation. Tout, disait Cézanne, dans la nature se décrit selon la sphère, le cylindre et le cône, que sur le plan formel. L'analogie entre les peintures de la montagne Sainte-Victoire et, de Hokusai, les 36 vues du mont Fuji. La montagne Sainte-Victoire, justement, où, en paraphrasant les près de 80 vues de la montagne Sainte-Victoire, la série des Sainte-Victoire, 44 huiles, 43 aquarelles. La modernité fait subir un virage sémantique radical à la notion
notion de série. Celle-ci, dans ses acceptions traditionnelles, implique l'idée d'un nombre limité d'éléments, que ce soit en mathématiques, dans le monde de l'édition, du sport, de la production tant artisanale qu'industrielle, ou dernier avatar de l'écran divertissant, les séries de Netflix ou autres. La série suppose un ensemble fini dont les éléments peuvent certes varier, mais qui sont regroupés en fonction de traits communs révélés par leur répétition. Or, l'usage de la série dans la pratique picturale moderne, depuis les cathédrales de Monet et les Saintes Victoires de Cézanne jusqu'au portrait d'Andy Warhol, ainsi que dans la composition musicale, le sérialisme de Schoenberg ou de Webern, le minimalisme de Philip Glass ou de Steve Reich, ce sérialisme-là insiste au contraire sur la variation, c'est-à-dire avoir une voix et la perdre, par exemple. La variation, c'est-à-dire la différence séparant et distinguant les éléments de la série, si bien que celle-ci s'en retrouve ouverte à l'infini. L'appartenance à la série devient un facteur contingent, un prétexte, une condition de production et non plus un vecteur d'identité. Le trait de ressemblance s'efface devant la particularité de chacun des éléments. La série, dans l'art moderne, n'enseigne plus que tous les éléments sont finalement davantage identiques que différents, mais au contraire, que leur divergence est plus importante et signifiante que leur similarité. La divergence ressortant précisément sur fond de similarité. La série crée la valeur de l'élément par juxtaposition, non par insertion dans un système, par inclusion dans une séquence, et non pas par inclusion dans un ordre. La notion de forme artistique en perd sa rigidité. Une perception différente va en découler. L'œuvre n'est pas jugée dans sa singularité, mais dans son lien à d'autres œuvres, dans une relation métisse à d'autres œuvres. Ce qu'avec Georges Bataille, on appellera l'informe, qui n'est pas le contraire de la forme, mais une autre compréhension de cette réalité artistique fondamentale et qui est essentielle à la possibilité de penser un métissage dans les arts plastiques. Adopter le métissage dans notre lecture des œuvres d'art nous oblige à repenser la forme, sa nature, son statut, c'est-à-dire l'importance d'une telle perspective. Mais je dois sans doute ici prendre une pause et définir ce que j'entends par métissage. Loin des joyeuses célébrations des années 1980, festival de musique métisse, tout à fait acceptable au demeurant, mais aussi peut-être moins acceptable les menus de gastronomie métisse ou les défilés de mode métisse. L'apogée du discours métissophile ayant lieu, pour ceux qui s'en souviennent, en 1998, ou pour ceux qui étaient nés en 1998, Coupe du monde de football. La France gagne avec une équipe black, blanc, beurre. Hélas, le tableau social au quotidien ne fut guère modifié en profondeur par cette glorification du métissage. Je dois d'ailleurs vous confier que je suis ravi de cette invitation, prendre la parole sur le sujet, parce que la vogue discursive de ces années-là a fait long feu, ce que je déplore. Et peut-être tenter de réfléchir ensemble sur la possibilité de réallumer la flamme du métissage, car je crois qu'une pensée du métissage favoriserait un renouveau de la culture démocratique dont la société contemporaine a terriblement besoin, que ce soit en Europe ou ailleurs. Le métissage appelle une définition rigoureuse, car son usage conceptuel revêt une importance cruciale dans l'interprétation des sociétés contemporaines, tenant une place de choix précisément dans le répertoire notionnel et herméneutique de la complexité. La complexité, en effet, suppose la pluralité, et le métissage est précisément une dynamique qui active la pluralité, qui la dégage du statisme d'une simple multiplicité.
Le métissage n'est pas le transculturel, ni la créolité, ni l'hybridité que je n'ai pas le temps ici de déconstruire. Le métissage décrit et éclaire la rencontre en vue d'une configuration nouvelle d'éléments divers assemblés de sorte qu'aucun d'entre eux ne perde de sa singularité. Définition austère que je m'empresse d'illustrer. Mon premier exemple viendra de l'anthropologie, puisque le métissage connaît son développement catégoriel avec le colonialisme. En l'occurrence, les unions des colons et des colonisés, EES, où il servira à désigner les enfants issus de cette union. Prenons un exemple classique. Le sujet brésilien, dont on dit qu'il est métis. A priori, en citant ses origines traditionnelles, on dira qu'il est un tiers indien, un tiers africain, un tiers européen, ce qui correspond à la logique identitaire classique. Mais la logique métisse est tout à fait différente, car il sera 100% indien, 100% africain et 100% européen. Tour à tour, une identité donc à 300%. Similairement, si dans ma vie je suis enfant, parent et amant, je ne serai pas un tiers enfant, un tiers parent et un tiers amant. Je serai pleinement à 100% enfant devant mes parents, pleinement parent devant mes enfants et pleinement amant devant ma compagne. Rejoignons le champ culturel avec deux exemples. L'un alcoolisé, bon, il est peut-être un peu trop tôt, comme l'a rappelé Mathieu, l'autre non. Le deuxième, non alcoolisé, convoque deux plats chers à notre imaginaire enfantin, la soupe et le potage. Dans la soupe, un minestrone, vous reconnaissez les carottes, les tomates, les poireaux, les haricots, les pâtes. C'est-à-dire que chaque élément conserve sa singularité. La soupe est métisse. Mais dans un potage, aussi variés les ingrédients soient-ils, tout est passé à la moulinette, vous ne reconnaissez rien, la soupe est métisse, le potage ne l'est pas. Après ces souvenirs d'enfance, l'âge adulte maintenant, celui des cocktails. Mojito ou daiquiri, je ne sais pas si dans le budget c'est prévu. Mojito ou daiquiri, deux cocktails d'origine cubaine, terre éminemment métisse, puisqu'ancienne colonie hispanique. Le mojito, à gauche, tient du métissage puisqu'il exhibe sa feuille de menthe, son sucre et son rhum, à la différence du daiquiri, non métisse, puisqu'il dissimule ses ingrédients en un blanchâtre et opaque glacis. Le métissage est avant tout une composition qui demeure composition, sans que le processus ne s'efface devant une quelconque unité. Le métissage est toujours segmenté, fragmenté, rétif à toute saisie totalisante. Dans le livret de présentation de la semaine de la pop philosophie, je n'aurais pu rêver d'une meilleure illustration pour cette conférence. J'ignore si cela est le fruit du hasard ou d'une intention. L'esthétique d'Ali Chéri, c'est l'exposition que vous pouvez aller voir derrière ces murs et au rez-de-chaussée. L'esthétique d'Ali Chéri est explicitement celle du métissage. Regardez cette œuvre. Votre regard se refusera à une saisie globale, ce qui serait le cas pour, par exemple, un sphinx. Mais ici, soit vous regardez la tête du lion, soit vous regardez son corps. Le décalage dans les proportions et le coloris font que les deux formes cohabitent dans un métissage plastique. Encore plus flagrant parce que les deux formes appartiennent à la même référence dans le réel. Mais là, il n'y aurait pas une unité de l'image qui résolverait la tension entre les deux éléments. Les autres œuvres relèvent de cette même esthétique métisse. D'une certaine manière, le champ esthétique avait déjà théorisé le métissage en art lorsque le surréalisme, en la personne d'André Breton, définissait sa vision et sa visée esthétique en citant Lautréamont, beau comme une rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. De fait, l'image surréaliste illustre adéquatement la logique du métissage qui jamais ne dissout ses composantes dans la composition, mais qui ne fait que les juxtaposer. Je reviens à la forme et à son traitement dans la perspective du métissage.
Fidèle à son usage général, le métissage en art plastique ne désignera pas tant une forme ou une composition ou une œuvre qu'un regard porté sur les formes et les compositions qui permet de reconnaître et de révéler leur dynamique. À cet égard, il peut s'ajouter ou se substituer à d'autres catégories. C'est dire que le métissage en art plastique n'a pas attendu les années 1980 et la vogue de l'inter ou du multiculturel. C'est une tendance profonde qui accompagne notamment la modernité. Elle éclaire par exemple la création chez Picasso. L'art ibérique, africain ou océanien ne viennent pas exercer une influence selon le lexique traditionnel, ce qui maintiendrait une certaine distance par rapport à l'œuvre. Les formes venues de ces arts participent de l'espace pictural, plus ou moins manifeste, et contribuent à l'ordonner ou à le désordonner. Aristote a donné son destin à la forme, qui est précisément d'être un destin. Face à l'être et à la puissance de ses virtualités, pour Aristote, la forme impose une détermination, une réalisation spécifique et définitive. On pourra parler de forme lorsqu'on pourra constater une stabilité, un arrêt, voire l'achèvement d'une constitution ou d'une fabrication, ou encore un état stabilisé au cours du processus. Une forme est donc reconnaissable, identifiable, elle rassure, échappant à l'histoire. La forme contre l'esprit, et de l'esprit il faut se méfier, car comment le saisir? 3 titres sembleraient entériner cette compréhension classique qui ontologise et autonomise la forme. L'esprit des formes, d'Édifort, 1927, La vie des formes d'Henri Faucillon, 1934, L'univers des formes, collection créée par André Malraux. Dans les 3 cas, la méthode est celle du rapprochement, de l'analogie. Analyser les œuvres en traversant ou en survolant l'histoire de l'art et de ses sociétés. Or, ces approches ne manquent pas d'afficher une tension contradictoire. Comment être à la fois situé dans le singulier, dans l'œuvre, et dans le multiple, dans l'essence et dans l'apparence? Comment être une forme singulière et en même temps être identifié comme forme, c'est-à-dire en rapport avec un modèle? Les 3 ouvrages mentionnés procèdent d'un regard dynamique, diachronique, reliant les formes. Malraux d'abord, lorsqu'il confronte une figure de Sumer à des œuvres de Cézanne ou de Brancusi, il suggère l'idée d'un mouvement des formes, et leur mise en dialogue crée de nouvelles configurations transhistoriques, éclairant un devenir des formes et leur métissage, aussi bien qu'un devenir de l'histoire. Le musée imaginaire de Malraux suscite autant une nouvelle temporalité par la juxtaposition métisse des formes qu'il suggère l'intemporel qui lui était cher. La vie des formes de Faucillon est précisément une vie, et Faucillon revient constamment sur leur variabilité, due à la diversité des styles et des techniques. Je le cite, « Elles sont soumises au principe des métamorphoses qui les renouvellent perpétuellement, et au principe des styles qui, par une progression inégale, tendent successivement à éprouver, à fixer et à défaire leur rapport. » Quant à l'esprit des formes d'Édifort, appelant un défilé vertigineux où se mêlent les arts africains, asiatiques, européens, il reconnaît, je cite, « la mobilité de l'esprit, favorisée par les exigences des milieux et le brassage des espèces. » La dernière phrase de son essai vient ruiner toute fixation formelle. Dieu est un enfant qui s'amuse, passe du rire aux larmes sans motif et invente chaque jour le monde pour le tourment des abstracteurs de quintessence, des cuistres qui prétendent lui apprendre son métier de créateur. Fin de citation. La création de l'artiste n'est autre que cette perpétuelle réinvention dont les formes recueillent les tracés et les rythmes et qu'elles accueillent par métissage. La circulation d'une force unique dans les formes infiniment multiples
écrit-il dans son essai sur Montaigne, brouillant la distinction entre unité et multiplicité, ce qui est une définition du métissage. Les formes sont parcourues de force, les faisants et les défaisants, et l'esprit au singulier n'est que la manifestation de ces mouvements. Eliphore insiste sur, à large échelle, l'importance des échanges démographiques, religieux, économiques, dus aux migrations, et suscitant cette histoire de l'art. Une esthétique de l'informe ou de la forme métisse se poursuit avec Paul Valéry dans son Degas, danse, dessin. Ouvrage en tant que tel métisse, puisqu'il recueille des souvenirs et des réflexions et des analyses et des propos rapportés à propos des analyses qui sont citées. À propos du paysage chez Degas, Valéry écrit « Il y a des choses détachées des masses, des contours, des volumes qui n'ont en quelque sorte qu'une existence de fait. Elles ne sont que perçues par nous, mais non sues. Dire que ce sont des choses informes, c'est dire non qu'elles n'ont point de forme, mais que leur forme ne trouve en nous rien qui permette de les remplacer par un acte de tracement. Et en effet, les formes informes, continue-t-il, ne laissent d'autre souvenir que celui d'une possibilité. » Fin de citation, c'est-à-dire la possibilité d'autres formes pour d'autres formations. Pour Valéry, la main du dessinateur, outre le fait que c'est un exercice, c'est précisément un exercice par l'informe, qui lui permet de ne pas reproduire ce qu'il connaît, mais d'accueillir ce qu'il appelle des présences singulières, antérieures à tous les arrangements. La forme, dès lors, n'est plus le contraire, l'informe n'est plus le contraire de la forme. Il est le secret, ou l'essence que la forme ne va pas effacer, comme le fait la forme aristotélicienne, qui, elle, va effacer le mouvement ou le devenir. Sur la métaphore classique du sculpteur libérant la forme de la matière, Valéry offre précisément une interprétation à l'occasion de la réalisation de son propre buste. L'œuvre d'art le touche moins que l'idée de l'action l'ayant produite. Je le cite, « Et pourquoi ne pas concevoir comme une œuvre d'art l'exécution d'une œuvre d'art ?» Ce qui fait que l'œuvre d'art n'est encore que ce que fera le spectateur. Elle n'est donc jamais achevée, continuant de vibrer de ses potentialités, de tout un devenir informe qui agite les formes. On le comprend facilement si l'on songe à la musique pour laquelle, effectivement, l'exécution n'est pas secondaire ou contingente, mais participe totalement de l'essence de l'œuvre. L'herméneutique a la tâche facile avec les deux acceptions du mot interprété. Le sens ne relève pas d'une quelconque substance de l'objet ou de l'œuvre, recueilli par exemple dans une partition, mais le sens réside dans l'interprétation. Parmi les courants musicaux, le baroque et le jazz privilégient ce jeu de la forme et de l'informe par la part laissée à l'improvisation. Celle-ci est le dévoilement de l'informe contenu dans la forme. Degas, danse, dessin, le titre de Valéry le proclame. Le dessin conserve le mouvement de la danse et l'œuvre participe et de la forme picturale et de la forme chorégraphique. Une telle emprise de l'informe sur la forme constitue ainsi un principe majeur de l'esthétique métisse. Georges Bataille accueillera généreusement l'informe dans son dictionnaire critique. Je le cite, « Il faudrait en effet, pour que les hommes académiques soient contents, que l'univers prenne forme. La philosophie entière n'a pas d'autre but. Il s'agit de donner une redingote à ce qui est une redingote mathématique. Par contre, affirmer que l'univers ne ressemble à rien et n'est qu'informe revient à dire que l'univers est quelque chose comme une araignée ou un crachat. » Fin de citation. Si la digression métaphorique de Georges Bataille peut déplaire, songeons qu'à la même époque, la science dite exacte en physique admettait la possibilité d'une constante mutabilité des formes, le principe d'incertitude de Heisenberg par exemple. L'informe dérègle l'ordonnance des formes et permet leur rencontre, c'est-à-dire leur métissage. La coprésence
d'éléments singuliers, irréductibles à la fusion. Je saisis l'occasion, au risque d'être taxé d'opportunisme, voulez-vous, par la littérature, approcher l'informe, sentir la puissance de l'informe, lisez La Horde du Contrevent ou Les Furtifs d'Alain Damasio, que vous aurez la chance d'écouter tout à l'heure. Ce travail de l'informe, qui préside à la juxtaposition ou à la coexistence des formes propres au métissage, trouve illustration dans des mouvements artistiques, le surréalisme ou le baroque, ainsi que dans des techniques. Le baroque, par exemple, a recours au métissage parce qu'il a peur du vil et il nourrit une propension conséquente à la juxtaposition, au remplissage des formes. Il est toujours difficile de parler du baroque car on ignore si on désigne un style, une époque ou un état d'esprit qui déborde le XVIIe siècle. Mouvement international à la fois religieux et artistique qui prend son essor en Europe pour émigrer jusqu'en Amérique latine, notamment au Brésil et au Mexique. À noter que la période du baroque est aussi celle des grands mouvements de métissage au sens biologique dus aux entreprises coloniales. On retrouve le baroque au travers d'une large gamme de formes artistiques, l'architecture, la sculpture, la peinture, ainsi que dans d'autres arts, le théâtre, le ballet, l'opéra et l'artisanat. Parce qu'il a peur du vide, le baroque va remplir tout l'espace qui doit être intégralement décoré, réfracté par des miroirs, occupé par des formes juxtaposées. Ce déséquilibre ne vient pas remplacer une harmonie comprise comme équilibre, mais se substitue à ce désir de mesure. Le baroque appelle le multiple, la multiplication métisse. Il développe un art du mouvement, de la pulsion, de l'expansion hors de soi-même, de la rencontre métisse des formes, ignorant la ligne droite et le statisme. Le baroque, écrit Deleuze, ne renvoie pas à une essence, mais plutôt à une fonction opératoire, un trait. Il ne cesse de faire des plis. Il n'invente pas la chose. Il y a tous les plis venus d'Orient, les plis grecs, romains, romans, gothiques, classiques, mais il courbe et recourbe les pousse à l'infini, pli sur pli, puis selon pli, point, le trait du baroque, c'est le pli qui va à l'infini. Le pli est donc un dispositif d'articulation. Il pose à la fois le lien et la séparation, l'union et la distinction, c'est-à-dire la relation métisse. Dans Mille plateaux, Deleuze et Guattari écrivent à propos du pli, la question n'est pas celle de l'organisation, mais de la composition. Fin de citation. Distinction essentielle pour penser le métissage. L'œuvre métisse se comprendra par recours à sa composition et non en y recherchant un principe d'organisation attaché à l'esthétique classique. À propos des pliages d'entaille, Deleuze écrit « Le peint et le non-peint ne se distribuent pas comme la forme et le fond, mais comme le plein et le vide dans un devenir réciproque. » Devenir, le terme deleuzien par excellence, est un terme crucial pour notre saisie du métissage, notre non-saisie, puisque justement le devenir soutient constamment la création métisse. Les éléments tendent les uns vers les autres de par leur juxtaposition, comme le plein et le vide chez Entaille, mais ils demeurent eux-mêmes dans la configuration née de leur proximité. Une œuvre d'art métisse oblige l'œil du spectateur à papillonner d'éléments constituants en éléments constituants, de détail en détail, sans céder au repos d'une vue d'ensemble, car il ne saurait s'en satisfaire. Restons sur une touche baroque en abordant l'œuvre de Frida Kahlo. Elle qui se représentait avec des boucles d'oreilles hispaniques et un collier de jade précolombien. Sur une autre toile, elle présente le visage d'une femme adulte et le corps d'une petite fille tenue par une énorme nourrice indienne portant un masque précolonial. Sur un autre encore, c'est son corps métissé entre l'organique et le métallique, symbolisant l'intensité de ses souffrances. On la voit multipliant les cordons ombilicaux qui la relient à travers la terre mexicaine à ses parents et grands-parents mexicains et par-delà l'océan à ses parents et grands-parents allemands.
univers composite, métis, que celui de Frida Kahlo, comme l'exemple du portrait de Luther Burbank, un être mi-homme, mi-arbre. Dans l'univers de Frida Kahlo se rencontre la réalité cruelle de son siècle et un imaginaire merveilleux qui convoque les composantes mexicaines, culture populaire, des saints et des martyrs catholiques, croyances précolombiennes et scènes de la Révolution mexicaine. Le Mexique lui fournissait naturellement le matériau métis, culture mexicaine où se rejoignent la vie et la mort, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Amérique. Culture mexicaine où la composante hispanique et la composante précolombienne ne cessent de poindre l'un vers l'autre sans que jamais l'une ou l'autre ne gagne, restant donc dans ce déséquilibre métis. Exemple frappant, les deux Frida, toile de 1939, l'une porte une robe européenne, l'autre une robe traditionnelle mexicaine. Les deux cœurs sont reliés par un vaisseau. À l'opposé, à l'extrême opposé, dirais-je dans une logique non métisse, Rothko. Et cette fois, dans une éclipse thématique. Mais cette distance entre Frida Kahlo et Rothko, les deux pôles de l'expressivité picturale, la figuration et l'abstraction, d'autres termes, le thème et la forme, nous rappelle que le métissage ne renvoie d'abord pas à un contenu, mais à une manière de voir les œuvres. Par exemple, celle de Frida Kahlo et celle de Mark Rothko. Chez Rothko, le spectateur va ressentir une impression visuelle particulière, une sensation de vibration. Le regard ne peut se fixer, car il est constamment troublé. Il perçoit la ligne qui sépare les espaces de couleurs dans les rectangles, mais cette ligne est floue, flottante, irrégulière, incertaine. Elle ne sépare pas les espaces, elle les met en relation. La coprésence des couleurs tient du métissage en ce que chacune d'entre elles revendique sa plénitude expressive, quoiqu'elle tende vers l'autre. Autre technique de métissage propre à Rothko, appliquer des couches de peinture successives. Une couche n'efface pas la précédente, mais la laisse percevoir à travers une autre. Un travail de superposition qui rejoint le principe de juxtaposition non fusionnelle, non totalisante, qui est au cœur de l'esthétique du métissage. Le spectateur, dès lors, va rester toujours au seuil de la toile, alors que la frontière divise, sépare, oppose. Le seuil nous fait comprendre que la différence n'est pas ce qui sépare les identités, mais ce qui accueille les identités divergentes. La peinture de Rothko interroge les espaces transitionnels, les espaces d'ambivalence entre l'apparition et la disparition des nuances chromatiques, entre l'opacité radicale et la transparence absolue, ce en quoi, évidemment, il est proche de l'œuvre de Soulages. Ambivalence également entre la stricte géométrie et une spatialité graduelle, ce que remet en question leur peinture est le principe de verticalité qui ordonne les modes de représentation occidentaux traditionnels. Il lui substitue un principe d'horizontalité permettant d'accueillir de manière métisse les composantes sans les enfermer ni les réduire au sein d'une totalité. Avec Rothko, nous sommes passés à une appréhension plus technique de l'esthétique métisse. Le collage en participe encore plus explicitement, et je m'y attarderai car il revêt une valeur exemplaire pour notre réflexion. Avec le cinéma, le collage peut prétendre au titre d'art du XXe siècle. Tous les deux, le cinéma et le collage, participent du métissage formel en ce qu'ils fonctionnent tous les deux par assemblage, ce qu'on nomme montage au cinéma. Mais le collage y trouve sa définition même. Il a ses antécédents, par exemple, au XVIe siècle, Arcimboldo, où soit on reconnaît un visage, soit on reconnaît les éléments organiques qui composent ce visage. Mais on ne peut saisir ce visage dans une totalité, comme par exemple dans un portrait hollandais du XVIIe siècle. Les véritables racines du collage plongent tout simplement dans son époque,
car la modernité, depuis Baudelaire, est synonyme de choc, de discontinuité. Foule en mouvement, journaux, affiches, les rues, les gares, les voyages, l'électricité, l'industrie, un monde dont l'agitation suscite des images qui vont se heurter, se rapprocher, se repousser, un monde qui est encore le nôtre, tel le collage qui procède en rapprochant et en assemblant des éléments hétérogènes par leur nature ou leur source, assemblage d'éléments qui résistent à la fusion, qui résistent à l'indifférenciation totalisante. Rappelons-nous l'image de Lautréamont, la rencontre d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection. Cette image donne le principe qu'illustreront avec le collage, le cubisme, le futurisme, le dadaïsme, le surréalisme ou le pop art. La notion de beauté en est subvertie dans la mesure où de nouveaux paramètres la caractérisent. L'art du collage ne s'oppose pas à la réalité, puisqu'il réutilise des matériaux préexistants, des matériaux venus de la réalité, mais il crée simultanément une nouvelle réalité par le maniement et la redisposition de ces éléments qui, réunis dans un espace qui n'était pas leur espace originel, font de cet espace et par cette juxtaposition un espace de métissage. Dans ce que donne à voir le collage, la beauté surgit comme une fulgurance à partir du réel et non en référence à un quelconque idéal transcendant de la réalité. C'est également une ouverture au collage des significations, puisqu'aucune ne peut prétendre saisir la réalité de l'œuvre, tout comme le réel engendre de multiples associations aux yeux du colleur. Le collage suscite de multiples interprétations. La nouvelle réalité n'est pas reproduction, mais imagination. C'est, disait Apollinaire, un art de conception. À noter que l'apparente simplicité technique du collage lui accorde une certaine familiarité, qui n'a pas usé de la colle et des ciseaux pour agrémenter une lettre ou un carnet intime. Et il participe ainsi de ce rapprochement de l'art et de la vie prôné par l'esthétique moderne. En outre, cette technique apparente le geste du collage à celui d'un artisan et s'oppose ainsi à une idéologie élitiste de l'artiste, souvent condamnée dans la modernité artistique. Il répond à la volonté d'un art par tous et pour tous. La matérialité technique du collage n'en épuise pas l'intérêt car il décolle vers un au-delà de la peinture. Selon Aragon, je le cite, le collage moderne requiert notre attention pour ce qu'il a d'absolument opposable à la peinture, au-delà de la peinture, pour ce qu'il représente de possibilités humaines. Fin de citation. C'est aussi à l'apprentissage d'une nouvelle sensibilité, précisément celle du métissage, que le spectateur et le récepteur sont conviés. Pour celui qui regarde un collage pictural, il sera difficile de saisir en une seule vision la structure de l'œuvre. Il doit sauter d'un élément ou d'un fragment à l'autre, leur accorder successivement un sens et bricoler son jugement esthétique du flux de ses interprétations. Le collage avoue qu'il est un montage, une composition. Toutefois, le traitement du réel par le collage n'a pas la même fonction selon les courants artistiques. Le collage cubiste vise à donner une perspective différente à la réalité. Le collage futuriste cherche à reproduire le rythme de la modernité. Le collage dadaïste exprime une révolte contre la réalité. Le collage surréaliste vise à découvrir de nouvelles dimensions de la réalité. De même qu'en Russie, il était une arme au service de la révolution. Les dadaïstes berlinois en feront une arme pour dénoncer les injustices des gouvernements. Si Klimt ou Matisse avaient déjà intégré dans la surface picturale des représentations hétérogènes, le cubisme va plus loin en pratiquant le métissage des formes matérielles, en rapprochant, par exemple, le journal, la texture du journal, de la texture de la toile. Des clous, des boutons sont introduits sur la toile. Le collage, d'ailleurs, peut s'ouvrir à la tridimensionnalité, par exemple les expositions surréalistes ou bien le Meersbaum de Switzer. Si ce sont les plumes qui font le plumage, ce n'est pas la colle qui fait le collage.
disait Marx Ernst. La technique du collage va continuer dans la modernité, les découpages de Matisse, les compositions de Nicolas de Staël, les œuvres de Tapiès, de Rantaille, de Basquiat, de Combas. Mais je souhaiterais en conclusion revenir sur le pop art des décennies 1950, qui en tant que mouvement emblématique a proclamé la puissance esthétique du collage, même si la forme n'est pas exclusivement celle des papiers collés ou de la surface peinte. La question posée est celle du rapport entre la réalité et sa représentation artistique. Le pop art est métis en ce qu'il va systématiser un va-et-vient entre le monde réel et celui de l'art. Il métisse l'objet qui garde son statut d'objet réel tout en acquérant le statut d'une œuvre d'art, et on ne sait plus si l'objet appartient au réel ou à l'art. Umberto Eco identifiait le pop art comme une opération de transposition. Faut-il trancher pour savoir si un hamburger géant d'Oldenburg, une boîte de soupe de Warhol, un fragment de bande dessinée de Liechtenstein appartiennent au monde réel ou à celui de l'art? La question du réalisme est dépassée et le métissage nous fournit une réponse. Tout le monde comprend par ce rapport problématisé au réel qu'illustre le pop art et son brouillage des catégories l'importance du métissage dans les arts plastiques. Il vient servir d'observatoire de la réalité. Il nous fait comprendre que la réalité n'est pas unifiée ou unitaire, comme l'affirment les épistémologies de la totalité dont, hélas, les équivalents politiques résonnent dans les fascismes de tout poil qui reviennent envahir notre histoire. Comme le confiait Edgar Morin dans un entretien sur la traduction, le problème de la complexité, comme pour toutes les cultures, c'est l'unitas multiplex, l'unité dans la multiplicité. Le métissage, dans les arts plastiques, rendrait visible la réalité comme complexité, la juxtaposition non antagoniste des possibles, et à ce titre, il serait porteur d'espoir. Cézanne l'avait compris, nous avons commencé avec lui, il nous accompagne pour la fin. Les œuvres, les dernières Saintes Victoires, ici une toile et 2 aquarelles de 1904, ces œuvres ne sont plus lisibles. Des maisons, des arbres, le sol, le ciel, point d'interrogation. Alors que les premières Saintes Victoires étaient visibles. L'un et le multiple, l'ordre et le désordre, la stabilité et l'instabilité. Les mots d'Edgar Morin viennent au mieux exprimer ce qui est donné à voir, ce que révèle la création cézannienne dans sa dernière partie. Elle cède à un métissage des régimes de visualité, s'appuyant sur une polarité trouble entre reconnaissable et non reconnaissable, et elle rend donc compte de la complexité du monde tel qu'il se donne à nos sens. Alors que le métissage semble imposer son évidence dans les productions culturelles et dans les réalités démographiques, il se heurte à des discours politiques prônant la pureté identitaire ou nationale. Une esthétique métisse serait alors peut-être un dispositif propre à renouveler la représentation du monde et à le resituer dans ses ruptures, dans ses déséquilibres. Le monde en tant qu'intrigue, c'est-à-dire dans toute sa complexité. Merci Alexinos pour ce grand voyage très complet, très encyclopédique sous un certain angle. On va avoir une dizaine de minutes pour échanger avec le public. On va essayer de faire marcher ce micro en remplacement de celui qui n'avait plus d'énergie, alors que nous on en a encore. Et j'ouvre donc la possibilité à quelques questions. Bonjour et merci. J'ai essayé de résumer, plusieurs points que j'ai essayé de résumer en point de les rejoindre. Vous avez commencé avec Cézanne et Hokusai, et moi je suis photographe, je photographie la mer, et donc, à un moment donné, dans une photo, il est apparu quelque chose qui ressemble très fortement non pas à la vague de Hokusai, mais au mont Fuji qui est dans la vague de Hokusai. Le seul problème, c'est que
je suis photographe, donc c'est-à-dire que j'ai pris une scène, photographiée d'une certaine manière, qui a donné une certaine forme. Et je n'ai pas cherché à la base de ça, je n'ai pas cherché de me réfugier dedans. Donc la question c'est, est-ce que finalement, il est intéressant et pertinent de se demander si Cézanne a été inspiré ou influencé par Bouchard ou pas, ou bien alors tout simplement, ont-ils tous les deux été confrontés à un questionnement qui était le même, et qui vient de beaucoup plus haut. Et puis chacun l'a traduit d'une manière relativement similaire pour des raisons à expliquer. La deuxième, qui revient un petit peu, vous parlez d'Eisenberg, le principe d'incertitude. Quand on lit la partie le tout, je crois que dans la partie le tout d'Eisenberg, il explique qu'il a découvert, en fait, il cherchait à expliquer la position de deux électrons dans une chambre de Wilson. Et la veille, quelques jours avant, Einstein lui a dit, pour une fois, je crois que c'est une citation d'Einstein qui n'est pas apocryphe, parce que c'est validé par Eisenberg, il a dit, n'oublie pas que c'est la théorie qui détermine ce que tu observes. C'est-à-dire qu'il était parti dans une théorie de physique classique, et il essayait d'expliquer par la physique classique, ça ne marchait pas, et c'est là qu'il a. Donc, c'est-à-dire que le cadre de pensée détermine ce que l'on observe, et donc non pas la vérité. Dernière remarque, mais ça rejoint un petit peu, en tant que je suis photographe et je suis musicien, et je sais que quand je multiplie la diversité au sein d'un son ou au sein d'une photo, par des effets divers et variés, j'arrive à un moment, une chose qui s'appelle du bruit, qui n'a plus aucun sens, qui n'a plus rien, qui ne signifie plus rien du tout. Et donc, à ce moment-là, où est la limite? Où est la limite du métissage? Où est la limite du collage? Parce que si on le maintient jusqu'à l'infini, aux particules élémentaires, on n'a plus que du bruit. Aux pixels élémentaires, ou ce qu'on peut isoler comme une forme d'onde, on n'a plus que du bruit. Et donc, en tant que. Voilà, je suis dans le domaine artistique, je me demande, mais finalement, toutes ces discussions à propos de l'art, est-ce que cela a un sens et une utilité? Et est-ce que l'on ne passe pas à côté du principal? Et pour terminer, la nature nous dit que c'est la diversité qui nous permet de nous sauver. Et que si à la fin on mélange tout, nous n'avons plus de diversité. Et donc, ou non, encore, où se situe la limite entre la diversité qui évite de se faire la guerre, l'acceptation de la diversité qui évite de se faire la guerre, de s'entretuer, etc., de se coloniser, et à un moment donné où un excès de choses peut parvenir finalement au chaos. Quel goût. Voilà, je ne sais pas, je résume avec ça. Non, je vous vois. Oui, ça marche. Je vous remercie pour cette très riche question qui a de multiples. Qui a de multiples tiroirs. Je commencerai par la fin. Le métissage ou les discours sur l'art, d'une manière générale, ne s'adressent pas aux artistes. Je crois que les discours sur l'art s'adressent à ceux qui regardent les arts et cherchent à leur apprendre à comprendre ce que l'art peut leur faire comprendre du monde. C'est-à-dire, si on me permet de voir en quoi une toile cubiste m'apprend quelque chose de plus sur la réalité, eh bien, je suis favorable à ce discours sur l'art. Le peintre cubiste n'a pas besoin de moi pour comprendre ce qu'il est en train de faire. Donc les discours de l'art, je crois, ont une fonction essentielle qui est précisément de nous aider à comprendre à quoi sert l'art. Donc il ne sert pas pour les artistes, mais il sert pour le public à comprendre ce que l'art peut apporter au réel du monde. Le regard d'un enfant qui n'a pas toute cette endoctrinement, il n'a pas de valeur. Et je dis ça, mais précisément l'enfant, le regard de l'enfant n'a pas besoin de ce discours-là. Il n'a pas besoin, c'est quand effectivement, parvenant adolescence, âge adulte, à une espèce de rationalisation de notre regard sur le monde, c'est-à-dire une soumission de ce regard à des normes préétablies sur le monde, que là nous avons besoin de l'art et donc du discours sur l'art. Le bruit, précisément, oui, le métissage, c'est ce qui nous permettrait de comprendre que dans le bruit, il faut choisir. Sinon, nous sommes totalement assourdis par ce bruit. Donc le métissage, c'est une école de la perception, une école de l'intellection qui nous permet, par exemple, dans la réalité, face au bruit, de choisir tel ou tel son, ou face à la représentation du monde, de choisir tel ou tel élément, sans jamais précisément les fondre dans une totalité. Il y avait beaucoup de tiroirs, je ne sais pas si je les ai tous ouverts dans votre questionnement. Ce que je voudrais dire, parce que quand vous vous êtes présenté comme photographe, immédiatement, j'ai pensé à l'usage du collage dans les années 1930 par les photographes.
Man Ray utilise, comme Marx Ernst le faisait sur du papier, Man Ray utilise en photographie le collage. Donc il y a quelque chose qui est, dans cette période-là, extrêmement puissant. Effectivement, on est dans l'entre-deux-guerres, effectivement, le réel est menacé, et l'artiste, alors, par le collage, nous invite à regarder le monde comme regarder un collage. C'est-à-dire, oui, le monde est fragmenté, oui, le monde est segmenté, mais c'est à toi de lui donner un sens, sans fondre ce sens dans une totalité. D'autres questions? Alors, puisque je ne vois pas de main se lever, je vais poser une question qui m'intéresse là tout de suite et qui correspond en fait à ce qu'on voit. Je sais que vous avez visité l'exposition Alichéry, Alexis. Je voulais que vous nous racontiez un peu ce que vous aviez vu avec en tête la réflexion sur le métissage que vous aviez et sur la complexité. Ce que j'ai vu, c'est ça. C'est-à-dire que je crois sincèrement, c'est peut-être ma réaction personnelle, mais je crois qu'on regarde soit le visage, soit la griffe. Alors bien sûr, techniquement, notre œil peut regarder l'ensemble, mais notre intellection va s'attarder soit sur le visage, soit sur la griffe. Et il va être incapable de réduire cette tension entre les deux éléments, de la réduire dans une image totalisante. Le sphinx, par exemple, est une image totalisante. On oublie totalement, alors c'est parce qu'il y a sans doute une affinité entre les composantes du sphinx, ou bien c'est la culture qui nous a habitués à donner le sphinx comme une image reconnaissable. Mais celle-ci n'est pas reconnaissable. Et je pense qu'elle a cette tension que Alichéry introduit dans son œuvre, il nous la transmet. Et dès lors, ce qui est intéressant, ça s'intitule « La tête qui marche ». Donc allusion évidemment à l'homme qui marche de Giacometti. Et dans cette subversion dans le titre, il nous invite à comprendre qu'effectivement, cette marche-là ne doit pas être simplement corporelle, mais aussi dans la tête. C'est-à-dire que notre regard doit aussi être perpétuellement en marche et ne pas s'arrêter sur une image, qui serait fixée et qui donnerait son sens. Le sens est dissocié de ce que l'œil perçoit, et le sens est à reconstruire par et pour chacun d'entre nous, dans la tête qui marche. Je viens à vous. Ce que j'ai aimé dans votre conférence, enfin ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, quand vous décrivez aussi cette œuvre, nous avons le bénéfice du doute. Et ce doute, pour moi, il est le non figé, il est l'interrogation, il est ce que doit faire un public quand il observe une œuvre. Et aussi, quand on crée, on ne s'arrête pas, on fait, et on n'est pas dans la recherche de quelque chose de carré, on est ouvert aux autres à partir du moment où on montre ses œuvres, et on aime bien que les gens soient, soi-même et les autres dans une interrogation, et j'ai bien aimé le parallèle que vous faisiez entre les totalitarismes, qu'ils soient politiques ou culturels, et malheureusement, ce qu'on peut avoir comme, comment on appelle ça, des directions, voilà, c'est un peu comme, voilà, donc je me suis retrouvée dans tout ce qui est mouvement, non figé, doute, découverte d'autres cultures. Et c'est vrai que l'art du collage sur lequel vous avez insisté est très important. Et en plus, il peut se pratiquer très tôt pour ouvrir l'esprit critique des enfants et leur plaisir des couleurs, des formes, etc. Voilà, j'ai terminé. Alexis. Non, je voudrais simplement retenir de votre propos, et je vous remercie pour votre appréciation de ce que j'ai essayé de partager ici. Le métissage est aussi utile dans la relation entre les individus. C'est-à-dire que nous devons apprendre à métisser nos relations, c'est-à-dire aller vers l'autre sans se fondre
dans une unité qui serait préétablie et qui nous dirait tu dois aller par morale, ou par politique, ou par autre directive, tu dois aller vers l'autre. Non, la rencontre vers l'autre, elle doit être métisse, c'est-à-dire je dois tendre vers l'autre en sachant pertinemment que je ne dois pas me fondre en l'autre, ou pire encore, que je dois dominer l'autre. Et donc le métissage est aussi une école dans la relation interindividuelle, d'où évidemment son importance en politique. Merci Alexis Douce, merci pour votre présentation, merci d'avoir répondu à nos questions. On peut vous applaudir à nouveau.